Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Je suis Renaud, votre chef d'antenne pour le podcast et votre animateur pour la journée. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé, le président d'OpenMind, qui est ici pour nous partager des idées concrètes et son point de vue du terrain. On est ici pour essayer de transformer l'IA et la techno en gestes concrets et pratiques pour vous et vos équipes. Aujourd'hui, 3e épisode de notre série du AI World Summit auquel a participé Jonathan. Dans nos 2 épisodes précédents, on a parlé de l'automatisation en entreprise, de l'IA et de la sécurité des réseaux qui est reliée. Et cette semaine, on parle d'énergie. Pourquoi d'énergie, Jonathan? Start-moi là-dessus. C'est une excellente question, Renaud. Ça a été un des sujets qui m'a vraiment étonné d'entendre parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle d'énergie en se rendant au World AI Summit à San Francisco dans les dernières semaines. Et c'est évident, hein, quand on est confronté au mot énergie et intelligence artificielle, ça devient évident pourquoi qu'ils en parlent puis qu'ils amènent ce sujet-là sur la table. On entend beaucoup dans les derniers mois comme quoi que l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie, du moins quand on fait une requête, par exemple, à ChatGPT, c'est beaucoup plus demandant en électricité que si c'était une demande à Google. Donc, on parle souvent 10 fois plus. Ça pourrait être même encore plus aujourd'hui de où les IA sont rendus en termes d'efficacité de résultat au final. Et là, on entend plein de nouvelles sur Internet comme quoi que c'est abominable d'utiliser ChatGPT, qu'il faut essayer d'éviter de faire des requêtes sur l'intelligence artificielle. Et là, c'est intéressant. Il y a un conférencier qui est arrivé sur stage là-bas qui me dit « Oh, attendez, là, on va juste mettre des vrais chiffres sur la table. Là. D'ici 2030, l'intelligence artificielle va consommer, dans le fond, l'équivalent de 20 fois ce que New York consomme à l'heure actuelle. » Donc, premier coup d'œil, ça me semble épeurant. Ça semble extrêmement épeurant. Donc, c'est un peu ça qui est véhiculé un peu dans les médias. C'est extrêmement épeurant, 20 fois ce que New York a de besoin. Maintenant, si on le ramène en pourcentage de la consommation mondiale, c'est moins de 3 %. Et là, ça devient un peu moins épeurant. Donc, c'est là que je peux encore continuer de demander à ChatGPT de me faire des listes d'épiceries sans avoir peur d'enlever de l'électricité à un pays du tiers-monde quelque part. Exactement. Et c'est là qu'il faut être un petit peu, je pense, réaliste dans le fait qu'on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres. 20 fois la consommation de New York, c'est gigantesque, c'est épeurant. Mais en termes de consommation mondiale, si on ramène ça à 3 %, c'est pas quelque chose d'extrêmement problématique au bout de la ligne, un point tel qu'on ne devrait pas l'utiliser. Et ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre aussi que l'intelligence artificielle est en train de créer des petits miracles un peu partout et des miracles au niveau positif, au niveau de l'environnement et au niveau de la consommation d'électricité. Donc, il commence à avoir des algorithmes tranquillement qui vont permettre de moins consommer dans nos habitations. Donc, si on a un petit peu de domotique déjà dans nos organisations, dans nos buildings ou dans nos maisons, bien, cette domotique-là, tranquillement, devient un peu plus intelligente par l'intelligence artificielle. Par exemple, détecter qu'on n'est pas là pendant une certaine période de temps parce que c'est écrit dans notre calendrier et qu'il semble avoir aucun mouvement dans la maison. Donc, on pourrait ralentir à ce moment-là l'air climatisé, ralentir le chauffage directement, puis venir économiser probablement plus que ce qu'on consomme en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, ça consomme. Qu'avec l'IA, on se fait un offset de ce qu'elle va utiliser, dans le fond. Fait que notre 3 % de ce qu'elle va utiliser, on peut le baisser à 2 % si je baisse le calorifère à 12, pas tout l'hiver. Et exactement, mais ça sera encore mieux si l'IA le ferait exactement pour nous quand on n'en a pas de besoin, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise dans notre quotidien qui consomment de l'énergie qui n'est pas logique de fonctionner parce qu'on n'est soit pas là ou c'est pas soit optimal à ce moment-là que ça soit fonctionnel. Donc, l'IA va nous aider à automatiser certaines de ces tâches-là au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le temps. Donc, maintenant, c'est sûr et certain que il y a vraiment une problématique, par contre, pour certains pays en termes de capacité à augmenter la consommation, pas la consommation, mais la production d'électricité. Donc, les États-Unis, présentement, n'ont pas la croissance énergétique pour répondre à la demande. Donc, c'est un changement quand même assez massif qui s'en vient devant nous vers de la production d'électricité qui est différente de ce qu'on a connu dans le passé. Donc, on a connu beaucoup dans le passé. Exemple, ici au Québec, on est habitué avec l'hydroélectricité. Malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est encore au charbon. Il y a eu la vieille technologie nucléaire qu'on a tous eu peur jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il commence à avoir beaucoup de mouvements vers la nouvelle technologie de nucléaire, puis on va en parler dans quelques instants.
Et les États-Unis ont bougé là-dessus. Avant, ça prenait entre 5 à 10 ans avant d'avoir généralement un refus de décoller un projet d'énergie potentielle à tester au niveau du nucléaire. Aujourd'hui, ils se sont donné une règle que c'est maximum 180 jours. Donc, on vient de réduire vraiment le cycle de rapidité Pour juste d'approbation. un go-no-go sur le Exactement. projet. Et la OK. ligne directrice a été claire qu'il faut que ce soit des go après 180 jours. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup de grands joueurs technologiques, pour ne pas les nommer, Microsoft, Meta, Amazon et compagnie, qui sont en train de signer des ententes avec des producteurs d'énergie au niveau nucléaire pour être capables de sécuriser les capacités de production pour venir alimenter leur propre cloud qui héberge de l'intelligence artificielle au final. Puis là, je devine qu'il y a aussi un push vers des énergies plus vertes puis des énergies plus safe. On s'entend que le nucléaire n'est pas du tout comme le nucléaire dans les films où est-ce que tout le monde va se promener avec des petits bras dans le front et que c'est rendu beaucoup plus safe qu'avant. Exactement. Et c'est un conférencier qui s'appelle Pablos Allman. Je vous invite à aller le voir sur YouTube, d'aller lire un petit peu. Il a fait des livres, il est quand même présent beaucoup dans des podcasts. Ça a été mon conférencier chouchou, honnêtement, de toute l'expérience du World AI Summit. Et j'ai passé un cheveu de ne pas l'écouter, ne pas le voir, parce que c'était la dernière conférence de la première journée. J'étais avec Christine de chez Triba Intelligence Collective et on se dit « Ah, mon Dieu, ça a l'air bizarre, la description du prochain conférencier. » Il est embarqué sur la scène avec des pantalons de cuir, des lunettes à le film de Matrix. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi ce personnage-là? Et là, on s'en allait. On dit, on va s'en aller. Il est rendu tard, ça sera pas intéressant. Puis là, j'ai dit à Christine, attends une minute. Je veux juste voir, ça a l'air tout un personnage. Je veux juste voir ça va être quoi son storytelling. Et ça a été mon coup de cœur de A à Z, à un point tel que j'ai écouté des podcasts par la suite de lui. Et il nous a amené dans un storytelling vraiment impressionnant qui a impacté ma conscience humaine, je pense, pour toujours. Et il nous amenait tranquillement vers une logique pour nous dire on vit présentement dans le mauvais embranchement de l'humanité. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est la chose suivante. C'est qu'il est arrivé un événement il y a à peu près 50 ans qui a terrorisé une population complète. Et cet événement-là, c'est Tchernobyl. Donc, l'électricité nucléaire. Et cet item-là, dans le fond de l'élément de Tchernobyl, a stoppé pratiquement tous les progrès technologiques au niveau d'améliorer la production d'énergie qui est basée sur le nucléaire. Et ça l'a vraiment créé des dommages dans une première génération qui ont transféré cette part-là à l'autre génération, Et nous, toi, moi, Renaud, on n'était pas là quand a servi Tchernobyl, je pense, ou du moins, on était très jeunes ou même pas du tout existants encore. Et dans notre tête, on a peur du nucléaire parce que on se dit Tchernobyl, c'est une catastrophe mondiale, c'est une catastrophe qu'on ne veut pas qu'il soit reproduite. Maintenant, ce qu'il disait, c'est qu'à cause de cet événement-là, ça a créé une branche, une fork dans l'humanité qui nous a amenés dans une direction qui est vraiment pas la bonne. Et ce qu'il dit, c'est que les gens ont mélangé la bombe nucléaire avec l'énergie produite par le nucléaire. Et l'humain a fait la mauvaise chose. Il a continué à pousser la technologie pour produire d'autres bombes nucléaires plus fortes, plus puissantes, en pratiquement cachette, mais a stoppé tout ce qui était fait du côté de l'énergie nucléaire. Et là, il nous a lancé une question qui m'a complètement jeté par terre. Il m'a dit, pensez-vous qu'aujourd'hui, si Tchernobyl n'était pas arrivé comme événement, c'est certain que la technologie se serait améliorée probablement à un point où ça ne serait plus dangereux aujourd'hui, mais pensez-vous qu'on aurait des problèmes environnementaux aujourd'hui? Pensez-vous que le problème de réchauffement climatique serait là? Pensez-vous que le problème de pauvreté serait au même niveau que ce que c'est aujourd'hui? Fait que la peur des problèmes environnementaux causés par quelque chose comme Tchernobyl a fait qu'on s'est retrouvé avec plus de problèmes environnementaux. Exactement. Et là, moi, ça a fait dans ma tête de dire « Wow! OK. » Je saigne un petit peu ici. Là. Oui. Et il dit la technologie sur laquelle Tchernobyl a été bâti, c'était de la très mauvaise technologie avec des humains qui n'étaient pas formés pour vraiment bien gérer ça. On est capable d'amener ça à des années-lumière de ce que c'était, mais à cause de ça, on a tout arrêté le progrès par rapport à ça. On a mis ça vraiment sur pause. Et ce que ça fait au final, c'est qu'on se base aujourd'hui
à produire de l'électricité sur du charbon qui tue beaucoup plus de monde qu'un accident comme Tchernobyl. Mais c'est tellement imprégné dans la tête des gens que ça l'a mis un 50-60 ans pratiquement de pause sur le développement de cette technologie-là. Maintenant, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'il disait qu'on vit dans la mauvaise branche de l'humanité. Il dit s'il n'y avait pas eu cet événement-là, probablement qu'on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau de l'environnement, beaucoup moins de problèmes au niveau de la pauvreté. Donc, on est tombé dans une branche de l'humanité qui n'est pas la bonne. On ne devrait pas se ramasser dans ce Mais est-ce qu'on morceau-là peut de l'humanité. revenir? Y a-t-il des pancartes qui nous ramènent? Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et il expliquait quelque chose de vraiment intéressant, c'est que les États-Unis ont quand même fait quelques petites recherches à travers le temps. Ils ont abandonné une recherche dans les dernières décennies, mais ils ont rendu publics les documents de cette recherche-là. Et il y a des chercheurs en Chine qui ont reparti de ces documents-là et qui ont réussi à pousser une technologie qui s'appelle, dans le fond, l'énergie nucléaire à sel fondu au thorium. Et là, vous allez en entendre de plus en plus parler. Donc, ils ont réussi à résoudre la majorité des problèmes pour partir d'une théorie à une mini-centrale nucléaire qui est pratiquement aucun risque et qui est fonctionnelle. Et il y a déjà une centrale présentement en Chine qui fonctionne depuis à peu près 1 an. Ils ont réussi dans les dernières semaines à recharger cette centrale-là sans l'arrêter. Donc, c'était un des autres défis qu'ils avaient. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a une multitude de pays, dont l'Indonésie, dont l'Inde, même les États-Unis, commencent à essayer de répliquer cette technologie-là et à amener ces mini-réacteurs-là nucléaires au thorium en mode production pour produire de l'énergie. Et ce qui est intéressant avec le thorium, il y a différentes choses qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est capable de faire des mini-centrales. Et ce que Pablo Solomon amenait comme théorie, c'est personne ne va avoir une centrale nucléaire dans sa cour. Donc, la solution, ça serait de creuser un petit trou qui va aller 10 km en dessous de la terre et on descend la mini-centrale en bas qui va, avec un câble électrique, ramener l'électricité en surface. Et si jamais on manque d'électricité, bon, on creuse un autre petit trou à côté, un 10 km, on vient déposer la centrale en bas de ça. Et si, à un moment donné, il arrive quelque chose, c'est beaucoup moins dommageable que si c'était directement à la surface de la Terre, chose qui est impossible à faire avec des centrales comme on a connu dans le passé, avec les gros réacteurs et les grosses cheminées qui viennent avec. Avec la technologie de sel fondu au thorium, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement possible. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est la fameuse explosion comme on a vu à la Tchernobyl. Eh bien, le sel au thorium, la manière que c'est fait, il n'y a pas cette possibilité-là que ça l'explose. Et si le réacteur s'emballe, bien, il y a moyen de venir drainer. La manière qu'ils le bâtissent, c'est qu'ils mettent en bon français, une drain plug en dessous du système, donc une soupape de sécurité qui fond automatiquement à une certaine température, qui vient drainer l'ensemble du liquide qui sert de combustible pour qu'elle soit redirigée dans des chambres qui sont auto-refroidies. Donc, il n'y a aucune intervention humaine qui est requise si jamais le réacteur s'emballe. C'est un filet de sûreté. Il y a d'autres choses que l'humain peut faire si jamais il arrive quelque chose. Mais c'est une des soupapes de sécurité que cette technologie-là amène qui n'était pas présente dans, par exemple, le cas de Tchernobyl. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Je comprends bien, c'est un peu la technologie de mon spa à l'eau salée. On n'est pas très loin. Si la pompe part. Je comprends. Pas très loin. Parfait. Je me pars une centrale dans ma cour. À quelques millions de dollars différents. Donc, voilà la technologie qui commence à pousser énormément. C'est basé sur un papier que les États-Unis, des chercheurs des États-Unis ont fait et ont abandonné. La Chine a poussé ça à un autre niveau. Et là, on risque de voir vraiment une évolution extrêmement rapide de cette technologie-là à travers le temps. Et mon opinion, c'est que le nucléaire, si c'est bien fait, c'est probablement la technologie qui produit de l'énergie de la manière la plus verte et la plus propre possible. Parce que dans ces technologies-là, on est capable pratiquement de brûler l'ensemble du combustible. Donc, il n'y a pas de déchets toxiques réellement ou pratiquement pas qui restent à la fin. Et il n'y a pas de gaz qui est échappé, il n'y a pas de résidus qui est échappé, qui s'échappe de ces centrales-là. Donc, vraiment, et on est capable de le faire à petite échelle pour rapprocher le plus possible l'énergie de où ce qu'elle est consommée. Donc, ça évite de détruire des forêts pour amener 2000 km de pylônes entre une section qu'on a inondée complètement et une ville, ce qui réduit aussi les bris potentiels de transmission à ce moment-là d'électricité. Donc, c'est potentiellement un des moyens les plus... quand on pense que c'était tout en français
En bon français, plus mieux que ce qu'on avait, puis on a décidé de l'abandonner. Voilà, à cause d'un événement qui est arrivé et on a connu un autre événement au Japon entre-temps qui est encore sur une vieille technologie qui n'a rien à voir avec le Cellautorium, mais du moins, là, il y a vraiment de l'avancée qui se fait là-dessus. Et ce fameux Pablo Solman-là, dans un autre podcast que j'ai écouté de lui, parce que je le trouvais tellement fascinant, m'a encore jeté une deuxième fois en bas de ma chaise. Et c'est une machine à idées. Je ne sais pas avec qui brainstorm ses idées, mais il est vraiment fascinant. Il expliquait, le commentateur lui posait la question, est-ce que tu crois en l'énergie solaire? Et il dit, non, pas sous la forme qu'on la connaît. Et là, je suis comme, pas sous la forme qu'on la connaît. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et il a explosé mes neurones avec la chose suivante. Ce qu'il mentionnait, c'est que on connaît l'énergie solaire sous la forme de on est sur la planète Terre directement. Donc, il y a des cycles il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Donc, ça fait que l'énergie solaire, elle est dans un cycle de 24 heures, peut-être efficace un 8, 12 heures, peut-être 15 heures maximum, mais avec juste un pic d'une heure ou deux à ce moment-là, parce qu'on n'est pas dans le bon angle par rapport au soleil, vu que la Terre, elle tourne. Et là, ce qui amène, c'est qu'il dit, voici qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'énergie solaire et voici ce qu'on est en train de faire. Parce que là, ce que je vais vous dire, ils sont en train de le tester et en train de bâtir un prototype pour faire ça. Il dit, si on sort de la Terre et qu'on réussit à amener un panneau solaire en dehors de l'orbite de la Terre, on a l'impression que c'est noir tout le temps, mais la réalité, c'est qu'il fait soleil 24 heures sur 24. Si on est capable d'amener une ferme de panneaux solaires qui va flotter à l'extérieur de l'orbite de la Terre, ben c'est 24 heures sur 24 à ce moment-là que les panneaux solaires fonctionnent. C'est 3, 4, 5 fois la même quantité d'énergie que ces panneaux solaires-là peuvent faire sur Terre. Et là, on vient d'enlever l'obligation de stocker de l'énergie de manière temporaire pour venir couvrir les zones où il n'y a pas de luminosité du soleil à ce moment-là. Et là, tout le monde se pose la question, ouais, mais comment acheminer la fameuse électricité? Et là, Un il dit, long fil. avant... Non? Avant de se dire comment on achemine l'électricité, il amène quelque chose d'intéressant. Il dit, pourquoi vous pensez qu'on ne l'a jamais fait, ce genre de projet-là ou ce genre de prototype? Et là, le commentateur lance une couple d'idées, dont comment l'acheminer. Il dit non. Il dit, le problème, c'est comment qu'on les émet, ces foutus panneaux solaires-là en haut. Là, ça coûtait ben trop cher. Là. Ça faisait pas de sens. Il dit, Elon Musk vient de solutionner ce problème-là. Avec SpaceX, le coût de lancer à l'extérieur de l'orbite ou dans l'orbite de la Terre a drastiquement chuté depuis que SpaceX existe, depuis qu'Elon Musk a révolutionné un peu ce morceau-là. Donc, on est rendu capable d'envoyer des colis à faible coût dans une zone qui serait favorable pour déployer une ferme de panneaux solaires à ce moment-là. Donc, il dit là, c'est réglé, on est correct. Puis là, il dit le deuxième problème, vous allez me dire comment on l'achemine sur Terre. Il dit bien, on a déjà la technologie qui existe pour envoyer l'énergie sur une certaine distance. Et on serait probablement capable d'envoyer un rayon d'énergie à l'endroit où on en a besoin. Donc, s'il manque d'énergie, exemple en Afrique, on pourrait renvoyer le beam, le faisceau d'énergie vers l'Afrique. Puis à ce moment-là, quand on a besoin au Québec, on pourrait l'envoyer vers le Québec. Donc, on serait capable de bouger où est-ce qu'on va rediriger l'électricité par la suite. Et là, tu écoutes ça et tu dis, mon Dieu, ça fait aucun sens. Et il dit, on est en train de travailler sur un prototype et fort vraiment que ce prototype-là va être envoyé dans l'espace d'ici 12, 18, maximum 24 mois. Et là, tu es comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment intéressant. Donc, il y a une start-up que si j'ai bien compris l'information, qu'il fait partie des fondateurs puis des advisors sur lesquels ils sont en train de travailler pour envoyer un prototype dans l'espace de panneaux solaires qui viendraient décupler la force de la capacité des panneaux solaires. Et ça m'a fait complètement exploser ma tête de dire, OK, il y a des gens qui ont pensé à des choses qui sont vraiment exceptionnelles, mais ils sont vraiment en train de tester ça ou de pousser sur cette technologie-là, que ce soit le nucléaire ou celle fondue ou l'énergie solaire qui va être captée à l'extérieur de l'orbite de la planète Terre. Fait qu'on vit dans le futur. On est vraiment, je pense, dans une accélération de la technologie à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les deux vont s'entraider. C'est que là, la force de l'intelligence artificielle revient à la capacité d'électricité et d'énergie qu'on peut lui donner. L'intelligence artificielle va aider à accélérer les recherches, les travaux, les prototypes et les hypothèses pour créer de l'énergie à plus faible coût avec soit des nouvelles technologies ou améliorer celles qu'on a là. Donc, on va probablement avoir une montée rapide de ces deux items-là qui vont s'entrecroiser ou s'entre-fueler un sur l'autre pour générer plus d'électricité moins chère, qui va permettre d'avoir plus d'intelligence artificielle qui va rouler mieux, qui va permettre plus
d'électricité moins cher. Et je pense qu'on est vraiment sur un point d'inflexion où ce que je pense dans 5 à 10 ans, le coût d'électricité va drastiquement chuter et l'intelligence artificielle va être drastiquement beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et l'impact de ces deux items-là va avoir un impact direct sur tout ce qui est environnemental, qualité de vie des gens également aussi. Je pense qu'on est dans une ère qui va être extrêmement excitante pour les 5-10 prochaines années, au minimum, c'est assuré. C'est quand même fou parce que c'est beaucoup plus facile de faire du millage sur de la peur, de dire l'IA est en train de bouffer toute l'énergie, on n'a plus d'énergie, on n'aura plus d'énergie, searchez pas sur ChatGPT, mais quand on voit que l'utilisation de l'IA peut nous amener à accélérer la création de ces technologies-là qui vont non seulement offsetter l'utilisation de l'IA, mais qui vont aider à amener de l'énergie là où il n'y en a pas, puis avoir de l'énergie plus green et plus sustainable, c'est quand même fascinant. Alors, merci beaucoup, M. Holman, d'amener un côté optimiste et non pessimiste aux avancements technologiques. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre les grands de ce monde à la Microsoft. Là, j'y vais de mémoire, mais Microsoft s'est donné comme objectif d'ici 2030 d'être à net zéro au niveau de son empreinte environnementale. Donc, c'est un pari extrêmement agressif et d'être capable, je pense, d'effacer l'entièreté de son empreinte depuis sa naissance de Microsoft, qui, je pense, fin des années 70, début 80, dans une échelle de mémoire en 10 à 20 ans après 2030. Donc, je pense en 2040 ou 2050, ils veulent avoir effacé l'entièreté de leur empreinte environnementale et écologique depuis l'inception de Microsoft. Et je pense qu'ils incluent également, pas juste eux, mais les partenaires qui sont autour d'eux, là, qui gravitent. Donc, il y a vraiment tout ce qui est de niveau 2 et niveau 3 autour de leur énergie qu'eux autres brassent dans leur quotidien et dans leurs affaires quotidiennes. Donc, c'est intéressant qu'il y a des grosses machines qui génèrent des milliards de profits pratiquement par mois ont cet objectif-là public. Fait qu'ils ils ont les moyens de pousser là-dessus. Ils ont la vélocité pour pousser là-dessus. Ils ont la crédibilité pour pousser là-dessus, puis faire peut-être bouger les gouvernements ou les réglementations pour peut-être remettre à jour ces vieilles lois, ces vieux règlements qui empêchent l'innovation à ce moment-là, qui pourraient rendre beaucoup plus sécuritaires certaines formes d'énergie. Wow, fascinant. Puis on voit rapidement aussi qu'est-ce que ça peut donner en entreprise. Tu sais, toutes ces avancées-là, bien, ça veut dire de l'efficacité, ça veut dire d'énergie moins chère, ça veut dire des coûts d'opération beaucoup plus viables, encore pour tout le monde, là. Et c'est là de réfléchir. J'avais justement une rencontre avec quelqu'un qu'on parlait d'intelligence artificielle ce matin, qu'on commence une collaboration pour les aider, pour infuser de l'intelligence artificielle dans leur organisation. Une de leurs questions, c'est comment on contrôle les coûts de tout ça présentement, des demandes qu'on fait à l'intelligence artificielle, et autant qu'est-ce qu'on envoie que qu'est-ce qui revient. Et ma philosophie à l'heure actuelle, c'est que les coûts sont en train de drastiquement chuter et l'intelligence est en train de drastiquement d'augmenter. Donc, ce que je pense qui va arriver dans un avenir quand même assez rapproché, l'accès et l'utilisation de l'intelligence artificielle coûte déjà une fraction de scènes par demande qu'on fait souvent en moyenne, mais ça va continuer à chuter. Et le côté énergétique aussi risque de faire la même chose. Donc, dans nos modèles d'affaires, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut réfléchir à d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, comment qu'on intègre l'IA, mais les prix vont drastiquement chuter dans l'utilisation. Mais également, l'accès à l'énergie et à l'électricité risque potentiellement de vivre un pic vers le haut temporaire, mais risque de redescendre par la suite quand ces fameuses centrales-là vont être disponibles un peu plus à grande échelle. Et là, de réfléchir, OK, qu'est-ce que ça va venir changer dans nos modèles d'affaires? On a peut-être plus capacité à dire, OK, l'IA en tant que tel va venir automatiser certaines tâches que les humains font, ou du moins amplifier ce que l'humain est capable de faire. Mais je pense qu'il y a une réflexion à se dire, OK, si aujourd'hui j'avais de l'énergie qui était 10 fois moins chère que ce que j'ai là, qu'est-ce que je ferais de différent dans mon organisation? Il y a peut-être des manufactures qui vont lancer des nouveaux produits ou offrir des nouveaux services qui vont être rentables à ce moment-là. Donc, à réfléchir dans nos modèles d'organisation peut-être un petit peu plus long terme. D'ici 3, 5, 10 ans, il va probablement avoir ça qui va venir chambouler un petit peu l'écosystème devant nous. Et tout ce qui est la robotisation aussi intelligente qui s'en vient. Donc, tu as un mix de tout ça. Je pense qu'il faut rester aux aguets et surveiller ce qui se passe à l'échelle mondiale. Bon, ben, je garde un œil sur les robots pour tout le monde. Mais vraiment intéressant ce point de vue beaucoup plus optimiste que ce qu'on entend beaucoup ailleurs. J'ai hâte de voir la ferme solaire spatiale qui s'en vient. Donc, allez suivre ça, Pablo Solman. Je vous invite à aller voir. Il y a des bons podcasts et bons YouTube sur lui, là. Oui, super. On mettra des liens dans les notes
du podcast en même temps. Alors, as-tu d'autres points pour fermer ou ça conclut bien sur ce high de technologie qui va révolutionner le monde? C'est complet, Renaud, pour aujourd'hui. Super. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Merci tout le monde d'avoir été là. Comme toujours, si vous êtes capable, si vous savez comment, partagez cet épisode. Sinon, faites juste partager votre téléphone à quelqu'un pour qu'il puisse l'écouter lui-même. Et abonnez-vous pour savoir quand nos nouvelles émissions arrivent. Si vous avez des questions ou des sujets, si vous jamais voulez nous rencontrer, nous parler, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse podcast@openmindt.com. Et voilà pour cette semaine. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où on va vous parler du futur. On parle encore du futur, mais là, on va, dans un futur, montrer à la fois le négatif et le positif de ce qui peut s'en venir du côté de l'intelligence artificielle dans le futur. Merci tout le monde. Merci Jonathan.